Et on va terminer encore une fois avec une lueur d'espoir. Hein. On parlait de ça en début. Là, on veut être radicaux, on veut changer des choses. Il y a plein de façons de le faire. Et pour cette dernière entrevue, je m'entretiens avec Caroline Dufour-Larrivée, qui nous parle de son livre « Les forêts nourricières, guide d'aménagement pour les communautés » paru chez Éco-Société. Bonjour Caroline. Allô Maude. Bienvenue à l'émission. Merci d'avoir accepté cette invitation. Ça fait plaisir. Donc, juste pour faire un petit topo sur ton parcours, tu es agronome, biologiste, maître en agroforesterie et en génie civil en assainissement biologique de l'eau. Tu as accompagné plusieurs projets de forêts nourricières collectives au Québec. Tu as aussi ton entreprise qui s'appelle Agriculture vivante et tu vis à Tête-à-la-Baleine où tu gères la ferme du Rigolet. Donc, on a abordé déjà les concepts de forêt nourricière, permaculture à l'émission par le passé. C'est un sujet qui me passionne vraiment beaucoup et que je trouve d'une grande importance. Et justement, est-ce que tu peux me rappeler à nos auditeurs, auditrices, les grandes lignes de ce que sont les forêts nourricières et l'importance dans nos écosystèmes urbains ou autres? Oui, c'est quoi une forêt nourricière? Ça peut prendre différentes échelles, là, mais on peut s'imaginer, par exemple, dans un potager, là, des parcelles, mais au lieu d'avoir juste des légumes au sol, on va avoir des plantes vivaces, des arbustes, des grands arbres. Donc, c'est comme plusieurs strates végétales là, qui peuvent être implantées sur la parcelle. Mm-hmm. Puis, si on se promène dans une forêt nourricière de plus grande envergure, là, ça peut ressembler un peu à un verger, sauf que là, au lieu d'avoir juste une seule espèce, on va avoir une multitude d'espèces, des plantes compagnes au travers. Donc, ça peut ressembler un peu à ça, si on se l'imagine. Mm-hmm. Puis, au niveau de l'importance, en fait, c'est entre autres la première partie du livre là qu'il y a beaucoup l'emphase là-dessus. C'est inspiré du premier modèle traditionnel d'agriculture dans les milieux tropicaux. Donc, qu'on retrouve encore aujourd'hui. Donc, c'est les premiers modèles qui sont là depuis des siècles, qui ont été transférés là, de génération en génération. Souvent, on va appeler ça des jardins de cases. Donc, c'est des aménagements vraiment diversifiés où les gens pouvaient retrouver presque l'essentiel de tous leurs besoins, donc autant des besoins alimentaires que des plantes médicinales, que d'autres produits pour la maison ou pour les besoins quotidiens. Donc, ça vient de là, puis là, on s'inspire de ça, mais dans nos conditions ici. Puis, donc là, le portrait que j'ai fait dans le livre, c'est les 13 premières forêts nourricières collectives qu'on a eues au Québec, qui se sont implantées entre 2013 et 2014, 2015 environ. Puis maintenant, il y a plus de 50 forêts nourricières dans la province de Québec, pas toutes nécessairement collectives, mais il y en a de plus en plus aussi des collectives. Donc, c'est quand même un mouvement qui prend de l'importance. Oui, puis il y a cette distinction-là aussi que j'entendais pour la première fois, qui est justement les forêts nourricières collectives versus d'autres. C'est quoi la différence techniquement? C'est vraiment le focus que j'ai voulu prendre avec le livre, donc par rapport aux autres ouvrages sur les forêts nourricières qui sont souvent plus techniques, plus on pourrait dire horticoles. Là, j'ai voulu, oui, on a des conseils quand même. Tu sais, la troisième partie du livre, c'est vraiment une méthode étape par étape. Il y a des listes de végétaux aussi par projet. Il y a des propositions aussi à la fin du livre. Sauf que j'ai voulu vraiment mettre l'accent sur les projets collectifs et comment que ça peut se développer de façon collective dans nos milieux, parce que là, c'est toutes sortes de bénéfices qu'on va chercher dans nos milieux autour d'un projet comme celui-là. Donc, justement, tu sais, à qui peut s'adresser le guide? Oui, c'est ça, exact. J'ai fait, je dirais premièrement, je dirais les citoyens, mais aussi, tu sais, des écoles, des institutions, donc des regroupements. Mais ça peut être aussi même les décideurs, les municipalités elles-mêmes, parce que maintenant, il y a les décisions ou les idées viennent de plus en plus directement des décideurs qui s'intéressent à ça. Donc, ils peuvent s'inspirer de ça. Mais
mais tu sais, avec les conseils qui sont expliqués, la méthode, je dirais que n'importe qui peut quand même s'inspirer de ce livre-là. Donc, une famille ou même en milieu agricole, on peut appliquer les conseils là, à différents contextes là, sans problème. Donc, pas besoin d'être un expert en jardinage ou en horticulture, agriculture pour s'approprier ces techniques-là. Qui sont très bien illustrées, entre autres, très bien expliquées et déclinées. Dans ton guide, justement, tu donnes en exemple plusieurs histoires inspirantes au Québec qui se sont déroulées, là, tu le disais tout à l'heure, 2013, 2015, qui perdurent encore aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous parler d'une ou deux initiatives qui t'ont particulièrement marqué? Tu sais, ils m'ont toutes marqué parce qu'ils ont toute une histoire et un contexte tout différent. Mais si on revient à Montréal, vous êtes à Montréal, il y a entre autres le corridor d'Arlington là, qui est super inspirant parce que c'est vraiment un projet multifacette là, qui a intégré différents aspects. Donc, il y a la forêt nourricière dans ça, mais il y a aussi d'autres externalités qui sont recherchées, comme des corridors fauniques, en fait, la revalorisation des milieux naturels aussi en ville et tout ça. Puis il y a eu beaucoup d'intégration, entre autres des projets de recherche universitaire, les citoyens qui ont été pleinement engagés dans la réflexion, la ville de Montréal, le quartier Côte-des-Neiges, des organismes communautaires en sécurité alimentaire aussi qui ont été intégrés dans ce projet-là. Et puis en fait, les retombées de ce projet-là sont super intéressantes. Mais premièrement, le projet, en fait, mon livre, on fait un peu un suivi du projet de leur démarrage, puis pendant à peu près 10 ans. Puis, on voit les retombées qui sont arrivées en cours de route. Donc, le tracé du corridor d'Arlington s'est étendu. Il y a eu, entre autres, un nouveau corridor qui s'est rajouté. Avec encore d'autres objectifs nourriciers puis d'intégration de la population. Ça l'a amené aussi avec le développement qui va s'en venir de l'ancien hippodrome de Montréal en parc nourricier, agroforestier, donc en suivant les principes des forêts nourricières. Et puis, ce projet-là, il y a un rayonnement au niveau de Parc Canada, au niveau de la ville de New York, au niveau de la ville de Londres. Donc, on voit que c'est pas anodin. Non, c'est ça. Ça a un rayonnement, puis ça percole ailleurs, là. Oui, ça peut avoir un grand impact sur le milieu. Là, on voit directement avec les enjeux de sécurité alimentaire qui sont comme le projet répond entre autres à ça. Et puis les autres villes du monde là s'intéressent à des démarches comme ça. Fait que ça, c'est super inspirant. Sinon, il y a toujours dans la même mouvance l'Université de Montréal aussi, la forêt nourricière qui est devenue reconnue par la communauté autochtone par le choix des plantes indigènes qui avaient été faites. Puis maintenant, le projet est intégré à même les cours universitaires et puis en intégrant justement la communauté autochtone puis des personnalités autochtones dans le projet. Donc, ça aussi, c'est super inspirant. Mais oui, parce que là, ça se multiplie en plus comme type d'impact, allant jusqu'à se retrouver dans le cursus scolaire de l'université, finalement. Oui, là, on sensibilise non seulement sur les aspects de sécurité alimentaire, de diversité alimentaire, de qu'est-ce qui est comestible dans notre garde-manger, mais aussi au niveau des cultures vivaces. Mais là, on vient sensibiliser encore plus avec l'usage autochtone de certaines plantes, nos racines, nos traditions et la réconciliation des peuples. On va beaucoup plus loin, là. Oui, vraiment, définitivement. Et là, tu parles déjà de super bénéfices de ce genre de projet. Ici, à l'émission, on avait eu l'exemple de l'organisme La Ferme de rue de Montréal avec son instigateur Yael Mignot. Oui, c'est un potager avec des inspirations aussi de forêts nourricières qui avait beaucoup de bénéfices pour sa communauté, l'environnement. Aussi instaurer un projet sur un terrain qui est inutilisé par son propriétaire, là, d'habiter ce territoire-là qui est un peu vacant, laissé en friche. C'est quoi pour toi les plus beaux bénéfices?
Oui, ben là, tu sais, ce qui se fait à Ferme de Rue de Montréal, j'ai jamais visité, je veux pas parler à travers mon chapeau, mais souvent, quand on parle d'agriculture urbaine, on est beaucoup plus dans des modèles de potager avec des cultures annuelles. Donc là, avec les forêts nourricières, on est dans un modèle quand même un peu différent ou qui peut être complémentaire, qui peut venir justement compléter un aménagement puis aller chercher beaucoup plus de bénéfices justement sur le milieu, là, donc d'impact positif sur le milieu. Donc, c'est avec l'agriculture urbaine, souvent, on va répondre à des enjeux de sécurité alimentaire, d'inclusion sociale, de dynamisme aussi social et tout ça. Avec les forêts nourricières, on peut venir jouer aussi sur un peu plus sur le côté de services écosystémiques. Oui. Donc, on peut jouer sur des effets d'ombrage, d'îlots de chaleur. Donc, ça, c'est des grandes problématiques qu'on a en milieu urbain. C'est justement des potagers sur les toits, là. Souvent, la chaleur vient très haute. Là, donc, ça, ça pourrait être le fun d'avoir des réflexions, comment ça pourrait être intégré pour justement... Oui, pour se retrouver dans des milieux comme ça, davantage minéralisés. C'était une de mes questions, à savoir est-ce que le principe de forêt nourricière peut se retrouver, par exemple, au cœur du quartier des spectacles qui est pavé de bout en blanc. Est-ce que ça se peut, ça? Ben, tu sais, il pourrait... c'est sûr que, tu sais, il y a des gros smart pots ou, tu sais, il y a des gros pots. Il peut toujours avoir des fois des problématiques de garder des cultures vivaces en pot pendant l'hiver. C'est moins isolé qu'en terre. Il peut peut-être avoir plus de pertes à ce moment-là. C'est sûr que Montréal, c'est quand même une région chaude du Québec, donc peut-être que ça peut être plus facile que par exemple au nord du Québec. Mais tu sais, je dirais peut-être dans la ville de Québec, il y a un organisme qui s'appelle Crack Bitume, là, peut-être s'inspirer un peu de déminéraliser un peu pour faire de la place justement à ces aménagements-là qui vont nous permettre d'avoir un gros impact sur le milieu. Puis peut-être que là, au travers, on peut avoir nos potagers dans des bacs avec nos cultures annuelles, mais qui vont bénéficier de cet environnement-là. Donc, la biodiversité que ça vient apporter, ça l'aide à réduire les maladies, réduire les ravageurs, protéger les cultures. Ça l'aide à l'infiltration de l'eau, à l'amélioration du sol. C'est des aménagements qui vont grossir avec le temps puis qui deviennent très productifs puis qui demandent moins de travail avec le temps qu'un potager qui est à recommencer. Donc, tu sais, ça laisse des traces sur les prochaines générations, là. Absolument, absolument. C'est tellement essentiel. Puis, je veux dire, on s'inspire de la base puis de ce qui était là avant qu'on minéralise tout pour le recréer, finalement. On arrive déjà à la fin de cet entretien. Le temps file tellement vite, Caroline. Merci beaucoup de cette inspiration et j'inviterai la communauté à offrir ce livre en cadeau à ses élus dans les MRC. Et un grand merci à toi, Caroline Dufour-Larrivée, pour ce livre, Les forêts nourricières, aux éditions Éco-Société. Une excellente journée à toi. Bonne journée, merci. Merci.